Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Finspan, le troisième de la trilogie après Wingspan et Wormspan. Donc ici on est dans les poissons. C'est un jeu qui a été édité en 2025 par Stonemaier Games, qui a été traduit en français par Matago et qui est distribué en français au Québec par Elo Games. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie de Finspan, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs David Gordon et Michael O'Connell qui se joue de 1 à 5 joueurs et dont les parties vont durer entre 45 à 60 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points. C'est un jeu de gestion de cartes et de construction de tableaux de cartes dans lequel on va jouer des cartes de poissons sur notre plateau océan pour tenter de marquer le plus de points. Les poissons vont avoir des effets de pause, des effets de fin de partie ou des effets d'activation. Donc on va pouvoir aller placer nos plongeurs pour activer les différentes colonnes de notre plateau pour gagner différents bonus et faire différents effets. Donc un jeu de combo, d'enchaînement, de gestion de ressources. Celui-ci se veut une version un peu simplifiée de Wingspan, donc plus accéléré, moins long et dont l'engin va démarrer plus rapidement avec un petit peu moins de ressources différentes à gérer. Donc Finspan, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau succès au milieu de la table. Pour cet exemple, on va le placer du côté B, qui est le côté où on aura aléatoirement des succès à accomplir à chacune des 3 premières manches de la partie. On va donc prendre les tuiles succès et on va en placer une sur chacune des 3 emplacements du plateau. Les autres tuiles succès seront remises dans la boîte de jeu. On va ensuite placer le marqueur de manche sur la semaine 1 du plateau succès. On va ensuite mélanger les cartes poissons de départ pour former une pioche. On va mélanger les cartes poissons pour former une pioche. Et on va se faire une réserve avec les jetons œufs et juvéniles, ainsi que les jetons bancs. Chaque joueur va recevoir un plateau océan qu'il va placer devant lui, ainsi que les 6 meeples de plongeurs à sa couleur. On va aller placer 2 jetons œufs sur les emplacements imprimés sur notre plateau océan, ainsi qu'un juvénile sur l'emplacement correspondant de notre plateau. Les joueurs vont débuter la partie avec 2 cartes poissons de départ ainsi que 3 cartes poissons. Ils vont placer ces cartes face visible à la gauche de leur plateau pour former leur main de carte. Dans Finspan, les mains de carte des joueurs sont face ouverte en tout temps. On peut donner aux joueurs une fiche aide de jeu avec les différents effets des symboles dans le jeu, ainsi que toutes les informations qu'on peut retrouver sur une carte poisson. Et finalement, on va déterminer un premier joueur au hasard et on va lui remettre le jeton premier joueur. Une partie de Finspan se joue en 4 manches, qu'on va appeler des semaines. À chaque semaine, les joueurs vont effectuer 6 tours de jeu chacun. Et à chacun des tours, on va utiliser un de nos meeples de plongeurs, soit pour aller jouer des cartes poissons sur notre plateau océan, ou bien pour aller faire une plongée dans une des 3 colonnes de notre plateau océan pour pouvoir activer les différents poissons qui s'y trouvent et gagner différents bonus. Les joueurs vont tenter de faire des points en accomplissant les objectifs à chacune des 3 premières semaines. Et évidemment, tous les éléments qui vont se retrouver sur notre plateau océan à la fin de la partie vont nous rapporter des points de victoire. Donc, à la fin des 4 manches, le joueur qui aura cumulé le plus de points sera déclaré vainqueur. À son tour de jeu, un joueur va effectuer une des 2 actions possibles. Il peut premièrement jouer une carte poisson de sa main pour pouvoir la placer sur son plateau océan en payant le coût de cette carte poisson. Ou bien il peut aller placer un plongeur sur un des sites de plongée qui sont les 3 colonnes de notre plateau pour pouvoir activer les différents effets des poissons et des bonus qui se trouvent dans ce site de plongée. Tout d'abord, regardons l'action jouer une carte poisson. Premièrement, le joueur doit prendre un de ses meeples de plongée et doit aller le placer sur l'endroit pour jouer une carte poisson sur son plateau océan. Ensuite, il va choisir une carte poisson parmi celles qui sont dans sa main et devra aller payer le coût de cette carte. Donc si je veux jouer cette carte poisson, on voit que le coût est de défausser une des autres cartes de ma main pour la placer dans ma défausse. Donc pour payer le coût, je pourrais décider d'aller défausser la carte qui est ici,
Dans ce jeu, les défausses sont personnelles, donc les joueurs vont placer la carte dans leur défausse en plaçant la carte dans l'autre sens et de l'autre côté de leur plateau pour indiquer qu'elle est dans leur défausse. Les cartes dans notre défausse sont aussi face visible et sont connues de tous les joueurs. On va ensuite placer la carte poisson dans un emplacement qui répond aux conditions de placement de la carte. Donc, notre plateau personnel est divisé en 3 zones. On a la zone soleil qui est la zone à la surface de l'eau. On a la zone ici au milieu de l'eau et on a la zone de profondeur dans le bas de notre plateau océan. Les poissons vont avoir des préférences dans quelle zone ils veulent se retrouver. Donc ici, on voit que tous ces poissons vont aller dans la zone soleil et ce poisson peut être ici soit dans la zone soleil ou dans la zone du milieu. Deuxièmement, notre plateau est séparé en 3 colonnes qui représentent les 3 sites de plongée et chacun des sites de plongée va être reconnu par une bande de couleurs sur la droite. Donc on a le site ici avec la bande bleue, la bande mauve ainsi que la bande verte. Donc il se peut que sur certaines cartes poissons, on retrouve dans la droite de la carte une bande de couleurs, ce qui veut dire que ce poisson devra être placé dans le site de plongée qui correspond à la même couleur. Donc pour jouer cette carte poisson, je suis obligé de la placer dans la première colonne puisqu'elle a une bande bleue. Si les cartes poissons n'ont pas de bande de couleur, à ce moment-là, ils peuvent être placés dans n'importe quel site de plongée. Donc mon poisson doit être placé dans la zone soleil ici et dans la zone de plongée bleue. Donc je peux le placer sur n'importe quel de ces 3 emplacements de mon plateau. Je pourrais décider de le placer sur l'emplacement central ici. Et dernièrement, on va regarder à la droite de la carte s'il y a une habileté de pause. Si le poisson en a une, à ce moment-là, on va l'activer. Ce poisson n'en possède pas, il a plutôt un effet d'activation qui va s'activer lorsqu'on va envoyer un plongeur dans cette colonne. À mon prochain tour de jeu, je peux décider de jouer une autre carte poisson, donc je vais placer un autre meeple de plongeur dans la zone des cartes poissons. Et je vais décider de les jouer le poisson qui est ici, qui lui a un coût en œuf, donc doit défausser 2 œufs qui se trouvent n'importe où sur mon plateau océan. Donc je vais défausser évidemment les 2 seuls que j'ai présentement. On va ensuite placer la carte poisson, donc il va être placé dans la zone soleil ou la zone du milieu et il n'a pas de préférence pour le site de plongée, donc je pourrais le placer sur n'importe quel des 3 emplacements au milieu. On peut même placer un poisson sur un emplacement qui possède déjà un poisson, tant que le poisson qu'on mange, donc celui qu'on va placer qui va être en dessous, doit avoir une longueur qui est plus petite que celui qu'on veut placer. Donc ici on a un poisson de 3 cm, celui que je joue à 40 cm, donc j'aurai le droit de le placer par-dessus. À ce moment-là, c'est que j'ai mangé le poisson qui est en dessous et à la fin de la partie, le poisson qui est en dessous va me rapporter 1 point de victoire. Mais je vais décider plutôt de le jouer juste à côté. Et ce poisson a un effet de pause. On va donc placer un œuf sur chaque poisson qui est de petite longueur. Donc, on voit là que le symbole de la queue dans le bas de carte poisson. Donc, on a 3 symboles de grosseur, donc petit, moyen et grand. Donc ici, tous les poissons qui sont petits vont recevoir un œuf. C'est le cas aussi des poissons qui sont imprimés sur notre plateau, qui sont des petits poissons. Donc chacun ici va recevoir un jeton œuf. Le poisson que j'ai joué ici était aussi un petit poisson. Et celui-ci qu'on vient de jouer est aussi un petit poisson. Donc je vais placer un total de 5 jetons œufs avec ce pouvoir de pause. Il est à noter qu'une carte poisson peut avoir un maximum d'un jeton œuf sur celle-ci. Donc si j'avais déjà eu des jetons œufs sur certaines de ces cartes, on n'aurait pas pu en placer un deuxième. À mon prochain tour de jeu, je vais continuer de jouer des cartes poissons. Je vais donc aller placer un 3e meeple dans la zone des cartes. On va ensuite décider de jouer le poisson qui est ici. Son coût est de payer avec un juvénile. Donc je peux prendre un jeton de juvénile n'importe où sur mon plateau et le défausser pour payer le coût de cette carte. C'est un poisson qui va être dans la zone soleil et il n'a pas de préférence dans les sites de plongée. Je vais donc aller le placer à cet endroit sur mon plateau personnel. Il a un pouvoir de pause qui est de placer un œuf sur chaque poisson qui a un symbole de prédateur. Donc quelquefois, les poissons vont avoir des symboles à côté de leur nom sur certaines de leurs caractéristiques. Donc ici, on a le symbole là-dedans pour les prédateurs. Je vais donc aller placer un œuf sur mon poisson prédateur qui est le seul de mon plateau présentement. Et certains poissons ont un coût ici de carnivore, c'est-à-dire que pour jouer cette carte, le coût à payer est simplement d'aller le placer par-dessus une carte poisson qui est plus petite que lui pour qu'il puisse le manger. Et les poissons qui ont une habileté jaune est une habileté de scoring de fin de partie. Donc si on réussit à faire la condition qui est écrite sur la zone jaune, on va marquer ici 6 points de victoire à la fin de la partie. Au lieu de jouer des cartes poissons, la deuxième action qu'un joueur peut faire à son tour de jeu est d'aller plonger.
À ce moment-là, on va choisir un des 3 sites de plongée. On va prendre un de nos meeples et on va aller le placer sur le site de plongée correspondant qu'on veut activer. Donc, les sites de plongée correspondent à nos 3 colonnes sur notre plateau océan. Donc, ici, je pourrais décider d'activer ce site de plongée. Je vais donc activer tous les effets des poissons et des bonus qui se trouvent dans cette colonne. On va débuter par le premier bonus dans le haut du site de plongée. Pour pouvoir activer ce bonus, il faut obligatoirement qu'on ait au minimum un poisson dans la zone correspondante. Donc si c'est le cas, j'ai un poisson dans la zone soleil de ce site de plongée. Je peux donc gagner le bonus qui est ici, qui va me permettre d'aller piocher une carte de la pioche et d'ajouter cette carte à ma main. Ensuite, le plongeur va continuer de descendre et si on rencontre des petites bannières brunes d'activation sur les cartes poissons, on va arrêter pour l'activer. Donc ici, on va activer le pouvoir de ce poisson qui est d'aller chercher une carte dans notre défausse et de la remettre dans notre main de carte. Et il va ensuite continuer sa descente dans son site de plongée jusqu'à la zone suivante. Rendu dans la profondeur moyenne, ici j'ai un bonus de piocher une autre carte, mais je vais seulement l'activer si j'ai un poisson dans cette zone, ce qui n'est pas le cas, donc je n'activerai pas ce bonus et je ne gagnerai pas cette carte. Je vais donc continuer à descendre et je vais arriver à la 3e zone, qui est la zone profonde. Encore une fois, j'ai un bonus qui peut me donner une carte si je possède au moins un poisson dans l'emplacement de la zone du fond, ce qui est le cas ici avec le poisson qui est imprimé sur mon plateau. Je vais donc aller piocher une carte de la pioche et l'ajouter à ma main. On continue à descendre, on rencontre ensuite un poisson, mais il n'a pas de bannière d'activation, donc il ne se passe rien. Et je continue jusqu'au bonus qui est complètement dans le fond de ce site de plongée. Donc on voit ici que le bonus qui est d'aller chercher une carte dans notre défausse et de l'ajouter dans notre main. Et une fois qu'on le fait, on va aller placer le meeple sur ce bonus qui sera maintenant caché pour le reste de la manche. Donc, si on envoie un nouveau plongeur dans ce même site de plongée, il va réactiver les différents effets bonus et les activations des poissons, mais on n'activera pas le bonus dans le fond une deuxième fois dans la manche. Les 2 autres sites de plongée fonctionnent de la même façon que le premier, sauf qu'ils auront des bonus différents. Dans le 2e site de plongée, on va avoir des bonus qui vont nous permettre d'aller ajouter des jetons œufs sur nos cartes poissons. Il est à noter qu'on a un maximum d'un jeton œuf sur chaque carte poisson en tout temps. Et sur le 3e site de plongée, on va avoir des bonus qui vont nous permettre d'éclore des œufs. Donc, lorsqu'on va avoir un bonus d'éclosion, on va aller retourner de l'autre côté un jeton œuf qui va devenir un jeton juvénile. Et on va aussi avoir des bonus qui vont nous permettre de faire d'autres éclosions. Et on aura des bonus qui vont nous permettre de faire des déplacements de nos juvéniles ou de nos bancs de poissons. Un déplacement se fait en ligne droite, soit horizontale ou verticale, de n'importe combien de cases. Par contre, des bancs de poissons ne peuvent pas traverser ou terminer sur une case qui est déjà un banc de poissons. Les joueurs vont tenter d'avoir des juvéniles qui se rencontrent sur une case. Donc, lorsqu'on réussit à faire des déplacements ou des éclosions et qu'on a 3 jetons de juvéniles sur le même emplacement, on va immédiatement les défausser et les remplacer par un jeton banc de poisson. Si jamais on place d'autres jetons de juvéniles sur la même case qu'un banc de poisson, ici, comme il y a 3 juvéniles, ils ne peuvent pas se transformer en banc de poisson puisqu'on ne peut jamais avoir 2 bancs de poisson dans la même case. Par contre, si je fais un déplacement avec mon banc de poisson, immédiatement mes 3 juvéniles vont se transformer et former à eux un nouveau banc de poisson. Et lorsqu'on fait des déplacements avec d'autres bancs de poissons, on ne peut pas se déplacer pour traverser un autre banc de poissons, puisqu'à ce moment-là, il y aurait 2 bancs de poissons dans la même case. Et les joueurs vont continuer à enchaîner des tours de jeu jusqu'à temps qu'ils aient joué tous leurs meeples. Donc on va jouer 6 tours chacun dans une manche. Et lorsque les joueurs ont joué chacun 6 tours de jeu, cela va mettre fin à la manche. On va attribuer les récompenses de points de victoire du succès de la première semaine. Donc ici, c'est 2 points par symbole carnivore sur nos cartes poissons dans notre plateau océan. Donc les joueurs vont marquer des points qu'on va pouvoir enregistrer sur le petit scoring pad. Ensuite, le joueur, comme on joue du côté B, le joueur qui a le mieux réussi l'objectif va marquer un 3 points supplémentaire. On peut ensuite retirer cette tuile succès, puisqu'on a terminé la première manche, et on va avancer le marqueur de manche sur la semaine 2. Et ici, on voit l'objectif qui va scorer des points. À la fin de la deuxième manche, c'est les points qui seront donnés, 2 points par poisson de petite grosseur.
Et les joueurs vont récupérer leur meeple de plongeur qu'ils vont replacer dans leur zone de jeu. Et finalement, on va passer le jeton premier joueur au joueur suivant. Et on va jouer la deuxième manche. Les joueurs vont jouer 6 tours de jeu chacun. Et ensuite, on va aller scorer les points de la deuxième tuile succès. On va passer à la troisième manche. On va jouer 6 tours de jeu chacun. On va aller scorer les points de la troisième tuile succès. Et on va ensuite passer à la quatrième manche. Les joueurs vont jouer 6 tours chacun. Et à la fin de la quatrième manche, il n'y a pas de tuile succès. C'est simplement la fin de la partie. Et on va donc procéder au scoring de fin de partie. On peut simplement suivre les étapes de scoring du plateau succès et on va inscrire au fur et à mesure les pointages sur la feuille de score. On a déjà inscrit les pointages des 3 succès aux fins des 3 premières manches. On va premièrement ajouter à cela les effets de fin de partie, donc les poissons qui ont des bannières jaunes. Si on remplit les conditions de ces bannières, on va pouvoir scorer les points. Donc ici, c'est 3 points puisque je n'ai aucun jeton sur ce poisson. Et ici, j'ai 6 points parce que ce poisson a au moins mangé 2 autres poissons en dessous de lui. Donc je fais 9 points avec mes bannières jaunes. On a ensuite les points qui sont directement imprimés sur les poissons. Donc, chaque poisson qu'on a placé sur notre plateau va nous donner une valeur de points de victoire. On va donc additionner tout cela ensemble et l'inscrire sur la feuille de pointage. Ensuite, les jetons restants œufs et juvéniles sur notre plateau vont nous donner 1 point chacun. Et les jetons bancs de poissons vont nous donner 6 points chacun. Et finalement, chaque poisson consommé, donc chaque poisson qui est en dessous d'un poisson qu'on a placé, va nous rapporter 1 point de victoire. On va compter tout ça sur la feuille de score et le joueur qui aura le plus haut pointage sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de poissons dans sa main de carte qui va départager l'égalité. Sinon, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Finspan. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Finspan? Commençons d'abord par les côtés positifs. Avec Stonemaier, on ne se trompe pas pour la qualité du matériel, donc c'est toujours des belles productions dans l'ensemble. Donc les plateaux joueurs en carton très épais, même chose pour les jetons de juvéniles, les œufs, les bancs de poissons. Les cartes aussi, donc on dirait que c'est rare ces temps-ci des jeux de cartes que la carte est de bonne qualité, mais c'est le cas encore une fois pour Stonemaier Game. Donc vraiment un bon standard au niveau de la qualité du matériel. J'aime aussi que la version Deluxe du jeu elle est vendue séparément, donc si vous voulez avoir des ressources de luxe pour des jetons en bois, pour les juvéniles, pour les bancs de poissons, le petit jeton d'œuf en 3D, c'est un pack de ressources de luxe qui se vend séparément. Donc au moins, on ne nous le met pas dans la gorge, ce qui fait que le jeu reste quand même à un prix respectable, mais on a quand même de l'excellent matériel. Mais pour ceux qui aiment de luxifier, au moins c'est séparément, puis on n'est pas obligé de tous l'acheter. Ça, je trouve que c'est toujours des bonnes décisions pour des éditeurs. C'est un jeu avec une iconographie vraiment claire, vraiment efficace, un livre de règles qui est vraiment bien construit, vraiment bien structuré aussi, des aides de jeu avec les différents symboles puis les effets de ces symboles-là, donc on s'y retrouve vraiment facilement. Les symboles sont instinctifs et des fois on n'a même pas besoin d'aller voir dans le livret puis on sait que ah oui, tel symbole, ça veut dire que ça coûte ça, ça veut dire que ça fait tel effet. Donc c'est vraiment bien fait pour ça. C'est un jeu qui s'apprend vraiment bien. Ses petits twists à lui, premièrement, la main de carte ouverte, je trouvais ça tellement weird en lisant les règles. J'étais comme, qu'est-ce que ça peut apporter à un jeu, une main de carte, que les autres joueurs voient mes cartes, c'est un peu gossant, parce qu'on est toujours habitué de cacher cette information-là aux autres joueurs. Donc là, que ce soit visible, finalement, j'ai été surpris de l'efficacité que ça donne pour le côté stratégique. Parce que justement, on voit ce qui est dans la main de nos adversaires. Donc si par exemple, j'ai une carte qui va donner des œufs à tous les joueurs, parce qu'il y a souvent des cartes qui font des effets qui affectent tous les joueurs. Donc si j'ai une carte qui donne des œufs, par exemple, sur les prédateurs de tous les joueurs, puis là je vois que tu as 2 prédateurs dans tes mains, puis là, tu les as pas encore joués, bien là, c'est peut-être le temps, moi, de jouer cette carte-là avant que toi, tu joues tes prédateurs. Fait que ça vient quand même intéressant dans notre décision à comment on veut faire nos actions par rapport à ce qu'on sait, ce qui s'en vient dans la main des autres joueurs. Donc ça nous force un peu à regarder un peu plus autour de nous que d'avoir notre nez dans notre tableau personnel. Souvent ces jeux-là, c'est un peu ça. C'est des jeux souvent un peu solitaires. On construit notre affaire puis on ne se soucie pas trop de ce que les autres joueurs font. Mais là, vu qu'on a accès à l'information de leur main de carte, bien, ça peut nous prévenir sur ce qui s'en vient et faire qu'on va faire telle action parce que justement on va activer un effet qui met des œufs partout ou qui met des œufs sur certains types de cartes, puis là l'autre il n'a pas mis ces cartes-là encore en jeu. Fait que, bref, j'ai trouvé ça intéressant pour le côté tactique d'avoir ces informations-là.
J'ai aussi aimé le côté que les cartes, c'est une ressource finalement, parce qu'on peut souvent défausser des cartes pour en jouer une. Puis on a aussi accès à notre défausse, ça je trouve ça le fun, parce que souvent une carte, exemple, qui a un effet de fin de partie, ben, je veux pas la jouer vraiment au début de la partie parce qu'elle n'est pas vraiment efficace, ça me donnera pas des bonus dans mon engin ou quand je vais activer mes colonnes. Donc, je peux la défausser puis éventuellement aller la rechercher puis la jouer vers la fin de la partie. Fait que ça te permet comme de dire que ces cartes-là, je veux les garder, je me les réserve, je les mets de côté dans ma défausse. Après ça, j'essaie de trouver des effets pour aller les rechercher puis les jouer plus tard. Ou justement des cartes qui ont des effets de pause très forts, qui vont donner plein d'œufs sur tel type de carte ou qui remplissent les œufs dans une colonne complète. Ben justement, je veux les garder pour plus tard, mais ils peuvent quand même me servir de monnaie d'échange en les défaussant, en les ramenant. Fait que ça, je trouvais que c'était aussi quelque chose d'intéressant. C'est rare qu'on voit ça dans les jeux, une défausse personnelle pour ce type de jeu-là. Souvent, la défausse, elle est commune, puis on met toutes les cartes de tout le monde là-dedans. Fait que ça aussi, ça amène un petit côté tactique de jouer un peu avec les cartes qu'on veut jouer plus tard, qui ont des effets meilleurs plus tard ou des effets de fin de partie, mais qui peuvent quand même nous servir de ressources et être défaussés quelquefois en les prenant, les ramenant de notre défausse. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça vraiment une belle petite twist. Ce qui fait que le jeu est plus rapide que ses prédécesseurs, c'est qu'il y a vraiment un engin qui démarre rapidement, qui va nous donner beaucoup de choses à chaque fois qu'on va l'activer. Donc, on sent qu'on progresse dans le jeu. Par exemple, les cartes, on va jouer plusieurs cartes avant d'avoir besoin d'aller activer une de nos colonnes. Puis justement, quand on va aller activer notre colonne, mais ça se peut qu'on pige comme 3-4 cartes, qu'on active 2 poissons. Fait qu'on a vraiment beaucoup de choses qui vont s'activer quand on va décider d'aller faire de la plongée. Fait que l'engin, il démarre rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qui est satisfaisant, qui est le fun. Puis même dans une partie qui va durer 1 heure, on va avoir cette satisfaction-là d'avoir accompli quelque chose. Puis c'est le fun de faire une action quand elle nous donne beaucoup de choses, justement. Fait que ça, on a ce sentiment-là qui s'installe rapidement dans le jeu. Fait que c'est vraiment rapide, efficace, un engin qui démarre vite, des tours qui sont fluides aussi, donc les tours de jeu sont quand même assez rapides, on joue un poisson ou on active une colonne. C'est sûr que plus on active une colonne que des trucs, plus c'est un peu plus long, mais c'est pas des effets non plus qui sont très longs à activer. On gagne un jeton, on gagne une ressource, on pige une carte, etc. Fait que vraiment une belle fluidité, c'est un jeu qu'on peut jouer facilement jusqu'à son maximum de joueurs qui est 5 joueurs. On a aussi le mode solo, avec l'automa marin qui a son petit deck de cartes et tout ça. Donc, on est habitué avec la série Wingspan, les jeux de Stonemaier ont l'espèce de Automa Factory. Donc, des systèmes qui sont toujours efficaces aussi pour des modes solo qui sont simples et qui sont amusants. La dernière chose, c'est qu'on a un côté puzzle spatial aussi parce qu'on veut déplacer nos juvéniles pour les faire se rejoindre et former un banc de poissons. Parce qu'un jeton de juvénile vaut 1 point quand il est seul, mais quand on les regroupe en banc de poissons, le banc vaut 6 points. Fait que c'est comme une façon de marquer 3 points supplémentaires si on réussit à les emmener tous ensemble. Là, une fois qu'on a des bancs de poissons, mais là, des fois, il faut les tasser parce qu'ils vont bloquer le rassemblement des autres juvéniles. Fait qu'on veut essayer de les positionner pour justement que ce soit plus efficace. Fait que ce petit côté-là de puzzle spatial avec nos poissons est aussi quelque chose de sympathique. Pour les côtés négatifs, c'est drôle, mais l'ergonomie du plateau, elle n'est pas à son meilleur, dans le sens que c'est des plateaux qui sont faits sur le long debout. Donc des plateaux qui sont verticaux. Puis on peut pas vraiment être placé un en face de l'autre dans ce jeu-là parce que le plateau il est trop long, fait qu'on est comme un peu décalé. Donc ça prend une place un peu bizarre sur la table quand on s'installe. Je comprends d'un côté thématique que c'est la profondeur de l'océan, fait que c'est normal que ça va de haut en bas. Mais quand on installe ça autour de la table, c'est un peu bizarre, surtout si on a une table un peu plus petite. On risque d'être un peu tassés les uns sur les autres. Sinon, certains poissons, si on compare avec Wingspan par exemple, Wingspan, on sait, c'est les petits oiseaux, c'est tout cute. Donc des fois les poissons, il y a des poissons un peu creepy, donc des espèces de grosses sangsues, des anguilles, des affaires un peu moins cute à regarder sur les cartes. Donc ce petit côté-là, c'est sûr qu'il est un petit peu moins efficace qu'avec les oiseaux, je pense, le côté cuteness du jeu. Pour le gameplay, le système d'objectifs comme ça, oui, c'est le fun, ça nous permet de se concentrer sur quelque chose puis focusser pour faire des points à chacune des manches. Mais je trouve que c'est un système d'objectifs qui est très aléatoire. Par exemple, si on reprend l'objectif dans l'exemple de nos explications, donc on faisait 2 points par icône prédateur. Donc ça se peut qu'un joueur fasse, je sais pas, 6 ou 8 points parce qu'il réussit à ramasser 3-4 icônes, puis que l'autre fait juste 0 parce qu'il a juste pas pioché de carte qui avait ce symbole-là. Fait
c'est un petit côté très random, je trouve. Des fois, quand c'est rapport à certains icônes qui sont un peu plus précis. Quand c'est des choses un peu plus générales, comme les juvéniles, les œufs, ben c'est sûr que ça laisse la chance peut-être à plus de monde parce que c'est des effets qui sont plus communs ou des effets qu'on peut activer avec nos colonnes qui sont un peu moins dépendantes des cartes qu'on va piocher. Mais je trouve que certains objectifs sont un peu swingy sur le hasard des cartes qu'on va obtenir. Somme toute, Finspan, c'est un jeu qui m'a honnêtement surpris. J'étais le premier à rouler les yeux quand on a annoncé Wormspan et quand on a annoncé Finspan encore plus, j'étais comme un troisième Finspan avec des poissons. Puis on l'annonçait en plus pour un jeu un peu plus simple que Wingspan, fait que j'étais comme ok, à quel point ça va être intéressant. Puis finalement, après l'avoir essayé, c'est vraiment un jeu qui est très efficace. Pour un petit jeu de combo de cartes, donc je vais lui donner une note de B+. Pour vrai, c'est un très bon jeu, j'étais vraiment surpris de l'efficacité. C'est un jeu vraiment, une version épurée de Wingspan, épurée, mais aussi qui accélère l'engin, puis qui accélère les combos, fait qu'on sent vite que nos actions sont satisfaisantes, puis qu'on joue des cartes, puis là on joue des cartes, puis là on active notre colonne, on fait une coupe d'effets, puis là on fait des combos, puis on ramasse des ressources, on joue des cartes, on essaie de focusser des objectifs, des effets de fin de partie, des effets de pause à la fin qui peuvent être très bénéfiques. Fait qu'il y a vraiment des beaux combos à construire dans un jeu qui va jouer en dedans d'une heure. C'est quand même assez surprenant tout ce qu'on va être capable d'effectuer. Fait que vraiment une version épurée, simplifiée, mais une version super efficace puis super satisfaisante de petits jeux de construction d'engins, de combos de cartes. Donc Finspan, très surprenant pour le troisième opus de la série. Maintenant, on peut faire nos paris pour le quatrième. Est-ce que vous pensez que ça va être les dinosaures ou les Pokémon, Pokéspan? Il y aurait quelque chose à faire avec ça. Bref, vous nous direz en commentaire lequel vous pensez qui va être le quatrième opus de cette série de jeux basés sur le très populaire Wingspan. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram, Professeur Board Game. Si vous voulez nous supporter, vous pouvez aller sur notre page Patreon pour nous faire des petits dons mensuels qui vous donnent aussi accès à notre communauté Discord. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer. Et go Habs go en série!